Notre invité du jour de Matin Première est le professeur d'université et directeur du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances de l'INSERM, Michael Nassila. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un de ceux qui avaient travaillé beaucoup ces dernières années sur l'alcool et ses dépendances et publié donc un livre intitulé « Alcool, plaisir ou souffrance ?» Point d'interrogation aux éditions Le Muscadier. Un travail détaillé, précis sur nos comportements, sur les conséquences, sur les remèdes également. Qui s'adresse à qui ? C'est au grand public ou aux professionnels ? Parce que c'est très précis, très détaillé. Alors je dirais les deux, mais en priorité quand même au grand public. L'idée c'est de communiquer sur l'alcool à tout le monde. Vous avez le sentiment qu'on n'en fait pas suffisamment auprès du grand public justement, autour de la consommation d'alcool, de ses conséquences Bien évidemment, je crois que tout reste à faire. On doit être les derniers au niveau européen ou mondial à ne pas avoir des journées, des semaines, voire un mois de communication autour de la problématique. Dû à quoi ça ? À beaucoup de choses, mais en particulier à des lobbies. À des lobbies disons-le. qui font que... Oui. C'est difficile de communiquer sur l'alcool en France. Ça reste... alors c'est une question de culture ou de pression économique ? C'est les deux. C'est les deux ? C'est les deux. La consommation d'alcool, c'est vrai que c'est très culturel, c'est ancré. On a tendance à consommer assez jeune. Tout pousse à consommer. L'alcool est disponible. C'est social, festif. Donc il y a vraiment plein de conditions qui font qu'on est amené à consommer. C'est particulier à la France, à l'Europe. L'alcool, ça existe partout, dans les peuplades, dans les pays occidentaux. Le Christ a transformé l'eau en vin. L'alcool est présent partout, tout le temps, depuis la nuit des temps. Vous avez entièrement raison, c'est un problème mondial. Il n'y a pas que la France qui est concernée. Bien évidemment. Mais en France, c'est vrai que on a du mal à communiquer sur ce sujet et ça reste... Et il le faudrait ? Oui. Pourquoi ? Oui. Pour informer, parce qu'il y a un gouffre énorme entre la connaissance finalement des dommages que peut créer un mésusage d'alcool et une représentation toujours trop positive du produit. Voilà. Vous êtes persuadé que de toute façon, on n'est pas suffisamment informé des conséquences de l'alcool. C'est un produit festif et donc et on se contente uniquement de cette facette des choses. Pour vous, c'est une drogue banalisée. Alors, l'alcool. Oui, c'est une drogue. Et je reviens sur la question précédente. C'était finalement le problème français, c'est que nous, on est beaucoup. On connaît beaucoup le French paradoxe. Vous voyez, on parle beaucoup des effets positifs de l'alcool et on néglige un petit peu les effets négatifs. Oui. Donc c'est par contre une des particularités. Or, la plupart des dernières études de recherche démontrent que les effets positifs, il faut vraiment bien les chercher et faire attention à la qualité des études et aux facteurs de confusion pour bien voir finalement qu'il n'y a pas vraiment d'effet positif du produit et qu'il y a beaucoup plus d'effets dommageables. Alors, voilà. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en lisant, en parcourant, j'ai pas tout lu parce que c'est très détaillé en même temps, mais en parcourant très largement quand même votre ouvrage, plaisir ou souffrance, le côté plaisir, je l'ai pas beaucoup vu dans le livre. Non, mais tout commence par là. C'est bien le problème Ouais. c'est un piège, c'est insidieux. C'est vrai qu'on a du mal à... On n'a pas encore mis l'alcool dans les drogues. Bien souvent, on va parler des drogues et l'alcool. Vu le lobby. Et on va y arriver, mais justement, si justement on met bien en lumière cette problématique, à expliquer, parce qu'on manque de repères à l'heure actuelle. Les gens manquent de repères relativement à la consommation d'alcool. On ne sait pas ce qu'est un usage, un mésusage, on ne sait pas ce qu'est la dépendance, etc. Donc on est un peu perdu. Et je crois que c'est important de repartir sur des bases, parce que l'alcool, on croit tout connaître sur le produit, mais finalement, quand on discute, on ne connaît pas grand-chose, et même les professionnels de santé ne connaissent pas tout l'alcool. Peut-il y avoir, à vos yeux, avec vos recherches depuis plusieurs années, autour de l'alcool, du plaisir ? Bien sûr, ça commence par là, c'est bien le problème. Ouais. Pour toutes les substances, ça active notre cerveau. Dès la naissance, on a un système qui nous dit ce qui est bon et qui n'est pas bon pour nous. Et justement, l'alcool va activer, comme les autres drogues, ce système qui procure du plaisir. Mais le problème, c'est qu'à trop l'activer, ce système du plaisir, notre cerveau, il s'adapte. Il va contrer ça. Et en fait, il va devenir hypoactif. Et cette hypoactivité va entraîner une consommation encore plus importante. Et cette hypoactivité, c'est associé à un mal-être, un état émotionnel négatif. Et c'est pour ça que mon livre parle beaucoup de souffrance, parce que finalement, quand on devient dépendant, c'est que les premiers signes, c'est qu'il y a une souffrance à consommer le produit. On ne sait même plus pourquoi on le consomme. Et c'est plutôt pour se soulager des effets négatifs plutôt que de ressentir du plaisir. Alors, quels sont les troubles liés à la consommation d'alcool régulière ? On va parler, pas de personnes... d'ailleurs, c'est difficile. Une personne est alcoolique ou pas, la frontière est assez
difficile à cerner, mais voilà, d'une consommation moyenne, normale, on va dire régulière, on sait que c'est à peu près 3 verres par jour, 21 par semaine, on se dit là qu'on est dans une normalité de consommation. Alors, je ne parlerai pas de normalité. Je ne sais pas si une consommation d'alcool peut être voilà, normale. Ouais. Il y a des repères, et si on respecte ces repères, on est à moindre risque. Et on n'est pas à zéro risque. C'est là la communication importante à faire, parce qu'on discute beaucoup de ces seuils, ou plutôt des repères à l'heure actuelle. Et il n'existe pas de seuil à partir duquel on pourrait dire votre consommation est sûre à 100%, puisque c'est un des enjeux à l'heure actuelle. On s'aperçoit que même aux faibles consommations, et même là, ces seuils là, que vous venez de rappeler, de 3 verres par jour pour les hommes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des risques pour certaines pathologies, notamment des cancers, la cirrhose ou autres. D'accord, quand même. Alors, les risques, justement, là, vous les détaillez, vous les évoquez très largement dans ce livre. Quels sont-ils, les plus importants, les majeurs il y a tout d'abord pour sa santé. C'est vrai qu'il y a certaines pathologies, et là, on parle beaucoup de risques de cancer, notamment dès les premiers vers. Eh bien, vous avez certains cancers. Vous augmentez le risque d'avoir certains cancers. La cirrhose, les deux organes qui sont très vite touchés par l'alcool, c'est le foie. On a beaucoup de problèmes avec la maladie alcoolique du foie chez les patients. Des problèmes neurologiques, ça touche le cerveau, très sensible, surtout pendant le développement et les jeunes. Donc là, c'est quelque chose d'assez préoccupant. Et ça, c'est pas ça le point le plus important, finalement, cette atteinte psychologique due à l'alcool. Tout à fait. Un des parce enjeux que les comportements qui changent totalement. C'est vrai, et une consommation à mésusage va entraîner justement des problèmes neurologiques et va toucher chez les sujets leur capacité à contrôler le comportement. Une des caractéristiques vraiment, c'est qu'on perd le contrôle de sa consommation. Et aussi psychologiquement, c'est l'incapacité à ne pas boire finalement, en dépit de tous les effets négatifs. Donc ça, c'est 2 signes très, très clairs d'addiction. Quand on commence à avoir un problème, on perd le contrôle de sa consommation. Et puis, on continue à consommer en dépit de tous les problèmes que ça cause. Et ça, c'est les problèmes psychologiques associés. Comment pallier à ça ? Comment pallier à l'addiction ? Comment pallier à cette consommation même régulière sans être addict total, mais vous le disiez, on est à 3 verres, 2,7 verres en moyenne au quotidien. Comment éviter ça ? Alors, il faut prévenir. Ça commence par prévenir, informer, sensibiliser, expliquer les repères, expliquer tous les risques que ça peut engendrer. Finalement, je crois que on peut plus, à l'heure actuelle, ne plus communiquer assez tôt. Et maintenant, l'idée, c'est de faire des programmes de prévention à l'école, dès l'école maternelle. Parce que la première ivresse en France, c'est 13 ans. Les premiers verres, ça peut être 8-9 ans lors d'une fête. Donc on voit ses parents s'alcooliser, faire la fête, etc. On est déjà dans une ambiance... Voilà. On sait que c'est bon. On sait que c'est bon. Psychologiquement, facilement. Il y a une loi d'interdiction de vente aux mineurs qui n'est pas du tout respectée. À chaque fois que je vais voir dans ma ville, dans des supérettes, les jeunes repartent avec des bouteilles d'alcool, des spiritueux. C'est pas normal. Il y a une tolérance qui fait que tout est permis. La publicité est omniprésente. Moi, je me bats contre ça. Et pourtant, il y a des lois contre ça, contre la publicité des alcools. De détricoter la loi E20 et de favoriser encore plus la publicité. Moi, je pense que justement, ce laxisme-là, ça se répercute sur des comportements à risque. Et l'alcool est quelque chose qui contribue beaucoup. Là, c'est la communication, c'est de l'information principalement. Est-ce que médicalement, on peut... Lorsqu'on voit que ça devient de plus en plus compliqué à gérer, cette addiction est de plus en plus présente, on peut arriver à diminuer, à changer ce comportement ? Bien sûr. L'enjeu, alors c'est prévenir à l'école, mais c'est aussi former les professionnels de santé. Là, on est je pense, pas très bon. Il faudrait améliorer ça. Et les professionnels de santé, une fois qu'ils sont formés, ils peuvent repérer. Et ils peuvent repérer, justement, les repères dont vous avez parlé tout à l'heure. Repérer les premiers mésusages avant que ne s'installent des consommations nocives, puis le risque de développer une dépendance. Il est là l'enjeu. Et c'est qui les premières personnes impliquées, c'est les médecins généralistes, c'est les pharmaciens, c'est tous ces professionnels qui sont en première ligne et qui voient beaucoup de patients et qui devraient rappeler. Et le pharmacien qui dispense des médicaments et quand il y a une interaction avec l'alcool, il doit le rappeler. C'est à force de petits messages comme ça. Et comment se fait-il que même ces professionnels de santé ne soient pas au fait de ça, soient très laxistes même, c'est pas à dire qu'ils ne soient pas formés, qu'ils n'aient pas les connaissances. Mais c'est un sujet difficile.
C'est tabou. un sujet difficile à aborder. Ouais. Dès qu'on parle de la consommation d'alcool avec quelqu'un, ça renvoie à ses propres consommations, à ses propres représentations. Ouais. C'est difficile. On a toujours tendance à stigmatiser les personnes alcoolodépendantes, comme des personnes qui manqueraient de volonté. C'est pas bien vu, quoi. Autant l'alcool, plaisir, social. Quand on boit pas, on n'est pas comme les autres. Si vous allez à un pot et que vous refusez de boire un verre. Alors ça, ça aussi, vous l'évoquez, c'est assez surprenant. C'est vrai, c'est le constat. On a beau regarder, la rare personne qui ne va pas boire lors d'une soirée... C'est l'alien. Va être regardée, mais t'as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va pas bien. C'est assez évident. Pourquoi justement l'homme a-t-il eu toujours besoin de boire de l'alcool? Bien, on parle de lubrifiant social, il y a plein de raisons. On trouve son intérêt, ça désinhibe, ça facilite la parole, la communication. Platon le disait, il voulait autoriser aux personnes âgées, pas aux jeunes, pas aux moins de 18 ans, justement, il le rappelait déjà. Il fallait interdire pour lui la consommation de vin aux moins de 18 ans. Mais quand on était plus âgé, ça facilitait la parole et ça aidait les personnes plus âgées à transmettre leur savoir. Donc il y a un aspect social évident, etc., plaisant. Ouais. Et ça devient problématique aussi sur les personnes qui vont consommer parce qu'elles ont un mal-être, un malaise et qu'elles vont soulager avec le produit. Donc déjà, ça commence aussi dans une configuration. Et là aussi, c'est dangereux. Il y a des personnes fragiles. On n'est pas tous égaux face à l'alcool. Et ça peut être un problème important. Alors auprès des jeunes, justement, les comportements, vous le dites, et vous l'écrivez, sont inquiétants, avec ces fameux binge drinking qui sont désastreux, catastrophiques, quoi. Bon, faut pas être alarmant plus que ça. C'est vrai qu'il faut par contre, il faut toucher les parents et ça, c'est compliqué. Il faut expliquer aux parents qu'il faut surveiller. Voilà, il faut savoir ce que font leurs enfants pendant la récréation, pendant les soirées, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. On retrouve souvent des jeunes aux urgences avec des alcoolémies qui peuvent atteindre 2 grammes à 3 grammes par litre. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris une bouteille d'alcool fort, beaucoup de choses. Et qu'on a, on a voulu tester ses limites et les accidents arrivent. Et ensuite... Bon, voilà, ensuite, il y a d'autres configurations. On commence au collège, on expérimente au collège, les ivresses peuvent s'intensifier au lycée, et puis en post-bac, voilà, on fait des fêtes à répétition, on rentre dans certains rituels, où on prend des habitudes de consommation, et on sait que c'est dangereux, à court terme ou à long terme. Et ça, c'est quasi irréversible? On rentre dans un processus qui est difficilement contrôlable ensuite? Alors, notre cerveau, il est plastique, il peut encaisser beaucoup de choses, il se répare, mais bon, plus on fait ça tôt, c'est un petit peu comme d'autres drogues, le cannabis, etc., plus les réparations se font moins bien et plus on a des traces à long terme. Donc, je pense que quand même, ce comportement, on a des risques de psychopathologie, d'anxiété, dépression ou d'alcoolodépendance à l'âge adulte, quoi. Alors, dans votre livre, j'ai appris également, Alcool, plaisir ou souffrance, qu'un enfant né d'une alcoolologie fétale est marqué. Tout à fait. Physiologiquement, il est marqué, on peut l'identifier. Alors on peut l'identifier, mais c'est difficile parce qu'il ne présentera pas toujours ces signes, même s'il y a eu une forte alcoolisation. Et on le reconnaît comme ça parce que c'est un Français, un pédiatre nantais en 1968, qui s'est aperçu justement dans la pouponnière que les enfants se ressemblaient. Et ne comprenait pas pourquoi les enfants se ressemblaient autant. Eh bien parce qu'il y a des signes, on appelle ça crânio-faciaux, qui font qu'on reconnaît des signes très distinctifs qu'on peut suspecter une alcoolisation fétale. Mais c'est pas le plus important finalement parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont pas présenter ces signes, mais en fait, eux, ils vont avoir des problèmes scolaires. D'apprentissage et de mémoire, et c'est là que ça commence à être problématique. Et on n'a pas identifié le problème d'alcool avant, et donc les pauvres, eh bien, on va peut-être identifier notre maladie, alors que c'est pas du tout ça, en fait, le problème. Oui, c'est ça le truc, c'est que c'est pas important en soi, sauf que ça dénote qu'effectivement, il y a bon nombre de mères qui continuent de boire, enfin de s'alcooliser, pendant qu'elles sont... oui, ça aussi, en France, les enquêtes montrent quand même qu'on a mis des tout petits logos sur les bouteilles, il y a des campagnes de prévention, il faut passer à la vitesse supérieure. La journée d'alcoolisation, la journée mondiale sur l'alcoolisation fétale, c'est le 9 septembre. Il faut vraiment faire des actions pour continuer à communiquer, parce qu'on s'aperçoit qu'en France, on est à 25% des femmes qui continuent à avoir au moins consommé une fois de l'alcool pendant la grossesse. D'accord. Et il y a c'est une grosse différence. Dès le désir de grossesse qu'il faut... Dès le désir de grossesse. J'avais cru comprendre également que la différence de consommation entre hommes et femmes se réduisait déjà. Tout à fait. Commençait à peu près au même âge, buvait à peu près déjà aussi les mêmes quantités, même si on sait que l'homme encaisse mieux que la femme apparemment. Mais bon, tous ces écarts se réduisaient de plus en plus d'année en année. Comme le tabac, et bien maintenant c'est l'alcool. Les filles se mettent à faire du binge drinking, comme les hommes. Comme les hommes également. Et consomment. Il y a des questionnaires. Et il y a des produits adaptés aux femmes aussi. Oui. Ah oui, avec voilà. Un packaging, etc., voilà. Des couleurs et des parfums également. Il y a des questionnaires dans votre livre qui, et là je rejoins ce que vous disiez en préambule, c'est que
ça nous ramène à nous. Hein. On a peur de faire ce bilan. N'empêche que c'est vrai qu'il est... Non, il ne faut pas avoir peur, il faut se tester justement. Oui, il faut y aller, il faut oser. Alors il faut se tester, bien oui. sûr. C'est en ça que c'est totalement intéressant. C'est aussi des questionnaires que peuvent développer, appliquer des professionnels. C'est fait pour. Vous avez 10 questions, là, l'audit. Oui, c'est l'audit fait notamment. Pour les médecins généralistes, pour les pharmaciens. Ils peuvent proposer, même ça peut être sous forme de plaquettes. Ils proposent ça au patient, le patient se teste, on lui explique les scores et puis il reprend contact. C'est l'idée. Ça commence comme ça, la prévention primaire. Alors, il y a ceux dédiés aux praticiens, mais aussi qu'on peut faire soi-même également pour se... Bien sûr, vous les trouvez même en ligne facilement, on vous explique les scores, etc. Testez-vous. Bon, merci beaucoup, professeur Michael Nassila. Merci d'avoir été avec nous. Alcool, plaisir ou souffrance. C'est très facile à lire. Il y a plein de chapitres différents et on peut y revenir très facilement, mais on y comprend aussi la difficulté, malgré tout, de notre société autour de l'alcool. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de l'accueil chaleureux. Merci à vous.